Donc aujourd'hui, c'est vrai que parce que il y a plein de gens, on dit, qui ont été un peu choqués que cette personne soit mise en garde à vue, mais c'est la procédure. À un moment, il faut bien qu'on sache. Il y a une enquête. C'est l'enquête. On est d'accord. En fait, il faut comprendre avant de pouvoir condamner. Et l'enquête, elle sert à ça. Elle sert à mettre de la vérité sur ce qui s'est passé. Elle sert à mettre de la lumière sur ça. Et justement, ce qui est important, c'est en fait, c'est dans une fraction de seconde, votre vie elle change. C'est-à-dire que vous êtes victime. Vous ne demandez rien à personne, vous êtes sur un quai de gare, vous téléphonez à votre copine ou à votre famille, et d'un seul coup, il y a des personnes qui se rendent compte, qui viennent d'un univers complètement différent, et votre vie bascule. Exactement. Parce que même cette personne qui est victime, toute sa vie va s'en rappeler. Parce qu'incidemment, il a quand même été là, et là, une personne est décédée quand même. Et lui aussi va devoir vivre avec ça toute sa vie. Donc encore une fois, alors il y en a qui vont peut-être nous parler de karma ou de loi de cause à effet, mais n'empêche que si on vit dans le bien, on ne meurt pas comme ça bêtement, j'allais dire écrasé par un TGV. Oui, c'est sûr. Pourquoi la garde à vue pouvait être reçue par la police et sans le régime de la garde à vue qui est un peu violent quand même, en étant victime? Alors en fait, une garde à vue, alors elle a été très bien traitée par la police, parce que justement, on sait aussi faire la part des choses. Et il y a des gardes à vue en cellule et des gardes à vue qu'on appelle un peu aménagées. On voit bien qu'il y a une personne qui n'a rien demandé à personne. Et donc, on le met dans une pièce avec nous, on discute. Vous savez, dans les commissariats, y compris même avec des gens qui ont commis le pire, il se passe un huis clos entre les policiers, les enquêteurs et les personnes qui sont mises en garde à vue. Et il y a beaucoup d'humanité, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de psychologie. Il y a même des collègues des fois qui me disent, on en discute, qui offrent des frites, qui vont chercher un McDo, parce que justement, c'est des fois on a cette tendance à pouvoir approcher dans la psychologie de la personne et que sa personne puisse passer, j'allais dire, puisse exprimer ce qu'elle a envie de dire et passer aux aveux en fait. Donc c'est de la psychologie aussi. Le deuxième agresseur, donc lui, il est encore en garde à vue. Qu'est-ce qu'il risque en fait? C'est un mineur, il a moins de 16 ans ou plus de 16 ans? Alors là, je ne sais pas non plus. Ce qui risque, s'il est mineur, effectivement, moins de 16 ans, pas grand-chose, si ce n'est qu'il ira peut-être dans un endroit un peu plus surveillé, j'allais dire. Rien du tout. Après, effectivement, il peut faire un peu de prison, mais dans tous les cas, c'est toute la problématique qu'on a en ce moment avec ces mineurs isolés. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pression là-dessus. Ils vont faire un peu de prison, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir derrière? Qui va s'occuper d'eux? Ils vont ressortir dans la rue. Déjà, s'ils sont réellement mineurs, parce que ça, encore une fois, c'est souvent ce qu'ils nous disent. C'est donné comme ça. Je suis mineur parce que j'ai des droits, j'ai des protections. Mais voilà, après, il y a une enquête qui se fait et on verra bien ce qu'effectivement les magistrats vont décider. Mais remettre des personnes comme ça dans la rue, alors, en espérant qu'ils aient compris certaines choses, mais ça nous pose des problèmes parce qu'après, on ne sait pas quoi en faire. Oui, mais on a lu dans la presse quand même cet après-midi que la personne victime du vol aurait pu être condamnée. Dans quel cas ça aurait été le cas? Si vraiment c'était prouvé qu'il avait voulu le frapper pour qu'il tombe sur les rails? Alors voilà, par exemple, si c'était vraiment un acte volontaire du style, vous prenez l'individu, vous le jetez consciemment sur la voie pour se faire écraser. Là, on aurait passé, je vais dire, à un autre stade. C'était plus du tout involontaire. Dans une bagarre, on n'a rien maîtrisé. Là, ça aurait été vraiment délibéré. Donc c'est pour ça que les nuances, il faut toujours être nuancé et prendre de la hauteur sur des affaires et non pas tomber, j'allais dire, tout de suite dans le jugement médiatique ou autre. Voilà. Et le rôle d'un policier, d'un magistrat, c'est de prendre cette distance et justement d'analyser tous les faits. Mais vous conseillez quoi? Parce qu'il y a une recrudescence des vols aujourd'hui dans le métro, dans le RER. En fait, il faut faire quoi? Il faut se défendre ou surtout pas, en fait? Non, mais c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire ou pas. En tant que citoyen. Il a risqué énormément. Non, mais je pense. Alors, moi, il aurait pu laisser sa vie, il aurait pu prendre un coup de couteau. C'est lui qui aurait pu aussi, effectivement, être projeté sur la voie de chemin de fer. Ce qu'il faut dans ces cas-là, effectivement, c'est avoir du discernement. C'est savoir comment. Mais après, je pense que c'est un réflexe. Il y a des gens, en fait, voilà, il y a plusieurs réflexes, en fait, si vous voulez. Quand vous êtes en situation de stress, c'est soit vous faites front, ce qu'a fait cette personne, soit vous fuyez, soit vous restez tétanisé. Mais ça, c'est pas vous qui commandez. Si vous voulez, c'est votre cerveau qui commande. Juste, Jean-Christophe, moi, pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour nos téléspectateurs, il est 20h19, il y a un truc, ça veut dire qu'en fait, on se fait agresser, par exemple, et on doit donc un petit peu contrôler, en fait, sa riposte. Parce que si on fait une trop grosse riposte, on risque de se retrouver. Voilà, c'est quand même fou ça. Parce qu'à un moment. Sur le moment, on se demande pas. C'est ça qui est fou. C'est qu'à un moment, tu peux te retrouver. On réfléchit pas, c'est ça. Ah non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, ouais, on a voulu te voler ton sac. À un moment, tu. Si la personne est armée, si elle a un couteau de sac. Oui, mais comment tu le sais, toi? À un moment, tu fais le maximum pour le mettre KO hors de nuire. Je suis désolé, les mecs. Pas tout le monde, pas les femmes. Les femmes. Donc à un moment, comment tu fais? En fait, on ne sait pas comment on réagit.
Parce que là, vous pouvez dire, moi, si quelqu'un me fait ça, je vais me révolter et je vais lui mettre la tête au carré. Sauf que dans l'instant, avec la surprise, la peur, parce qu'on a un afflux d'adrénaline, etc., vous ne savez pas comment vous allez réagir. Non, mais justement, si on réagit trop, comment ça se passe? Ah ben trop, après c'est... Donc ça veut dire on est tranquille. Non mais c'est du discernement, c'est-à-dire il faut faire cesser l'infraction. Après, en fait, si vous voulez, c'est la légitime défense, c'est ça, c'est je me défends, mais je ne me venge pas. C'est-à-dire qu'une fois que l'infraction est laissée, par exemple, vous avez récupéré votre sac, et que tu vois qu'il est voilà, dans les annures, on va pas lui sauter dessus, on va pas le... Voilà. L'important, c'est de l'interpeller, si on peut, effectivement, pour l'interpeller et après le présenter à un officier de police judiciaire, ça c'est dans le code pénal, mais surtout, c'est vous mettre en sécurité, toujours. Ouais, voilà. Oui. J'espère qu'il n'y aura aucune charge retenue contre lui, parce que d'abord, il n'y a pas de préméditation, forcément. C'est lui, quand même, la victime qui a été agressée. Et quand il a jeté ce mineur sur la voie, le TGV est passé à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il avait l'horreur du train du TGV qui est passé à ce moment-là. Donc, non, bien sûr. Franchement, on ne peut pas retenir de charge contre ce monsieur, et j'espère qu'il n'aura rien. J'espère moi aussi qu'au vu du dossier, le magistrat pourra effectivement classer cette affaire. Oui.